avoir parmi nous le professeur José Luis Sánchez Noriega, grand spécialiste donc de Mario Camus, parmi d'autres, je dirais, hein. Mais c'est quelqu'un qui l'a étudié, approfondi, qu'il a même connu personnellement. Oui. Donc voilà, je pense que voilà, c'est le moment de parler avec lui. Je ne sais pas si tu veux nous dire quelque chose, José Luis, pour commencer d'abord, et puis après on passera la parole aux spectateurs, aux spectatrices. Bien, sí. La película Los Santos Inocentes para Mario fue una película muy importante y para el escritor Miguel Delibes también. Y ha sido la película más premiada, más taquillera, y pienso que a lo largo de los años también ha sido la película que sigue siendo actual. Mélanie, no, muy despacito, ¿no? Muy bien. Donc pour commencer tout d'abord, il faut dire que le film de Los Santos Inocentes a été pour Mario Camus un film très important, et pour l'auteur du roman Miguel Delibes également. Ça a été son film le plus primé, celui qui a fait le plus d'entrées également, et au fil du temps, au fil des années, il est toujours d'actualité. Él siempre estaba muy orgulloso de esta película, de los actores, del compromiso con la historia y con las personas, porque es una película de personas que tiene emoción por eso, y es una película muy medida. Por ejemplo, yo recuerdo que le preguntaba, ¿por qué no sale el rostro de la niña chica? ¿Os habéis fijado, no? No se ve la cara, no se... Y dice, no, dice, eso hay que mantener siempre una distancia por pudor, ¿no? Et Mario Camus était très fier de ce film, des acteurs, de l'engagement auprès de l'histoire et des personnes qui transmettent l'émotion du film. C'est un film très mesuré, et on lui demandait souvent, mais pourquoi on ne voit pas le visage de la niña chica, de la petite? Et il répondait toujours, non, il fallait garder cette distance pour qu'il y ait la pudeur. Y por último, antes de las preguntas, dos detalles interesantes. Al escritor, a Miguel Delibes, le dieron el guión para que opinara y dijo que había dos detalles. Uno, que la expresión Milana bonita la habían casi quitado, que había que ponerla, y le hicieron caso. Y luego la otra era, cuando le enseñaron ya la película, le dijo Miguel Delibes, es que la muerte del señorito Iván es muy duro. Y le dijeron, pero esto está aquí escrito. Y Delibes contestó, ya, pero no es lo mismo escribirlo que verlo. Pour terminer, avant de laisser la place à vos questions, deux détails intéressants. Quand Mario Camus a montré le scénario à Miguel Delibes pour avoir son opinion, il lui a fait deux commentaires. La première chose, c'était que l'expression Milana Bonita, qui est traduite dans le film, dans le sous-titrage qu'on vient de voir, en tout cas par ma jolie Buzarde, elle n'apparaissait presque pas dans le scénario, et ça, il a dit non, ça, il faut le conserver, et ils l'ont écouté. Et son deuxième commentaire, c'était qu'il trouvait que la mort du maître Ivan dans le film était très dure, et à ce à quoi on lui a répondu, oui, mais c'est écrit là dans votre roman, oui, mais c'est pas pareil de le voir écrit que de le voir dans un film. Preguntamos, sí. C'est à vous, mais sinon je peux commencer. Peut-être je pose une question et ça vous donnera le temps de réfléchir. Yo quería preguntarte, José Luis, por un poco de Mario Camus, no solamente en Los Santos Inocentes, ¿no? Sino sí, en general como director. No sé cómo decirlo, uno de esos directores que clarísimamente no se esfuerza por aparecer detrás de la cámara, por mostrarnos que hay un gran director, sino que creo que pone todos los esfuerzos en narrar de manera muy eficaz, ¿no? Y que seguramente se correspondía bien con su propia personalidad, ¿no? Sí, Un hombre sí, humilde, sí, que amaba profundamente su oficio, ¿verdad? Pero que prefería casi esconderse tras la cámara para beneficiar la narración, ¿no? La narración eficaz
y muy virtuosa por otra parte, pero sin no sé cómo decirlo, sin grandes fuegos artificiales, ¿verdad? Sí, sí, exacto, sí. Tradúcelo. No, la traducción. Alors, la question de Rocheane, c'est de savoir, effectivement, Mario Camus, en tant que réalisateur, il avait une façon de narrer très efficace, une narration très efficace, mais toujours très humble, et il se cachait derrière la caméra. Il s'efforçait de ne pas être trop présent. Voilà, je crois que j'ai résumé un peu. Sí, Mario Camus siempre concebía su trabajo como un oficio. Como un oficio. En español no es profesión, es una palabra más humilde. Oficio hace referencia a los oficios manuales, no más bien. Entonces él decía que era su oficio y que hay que tener un respeto al oficio. Entonces él siempre fue de los actores y todo el mundo quería rodar con él porque él decía hay que respetar el trabajo de todo el mundo. Empezamos a las 8, acabamos a las 3 y a las 3 se acaba. No había divismo, no había... Él facilitaba a la gente, siempre trabajó con el mismo equipo durante muchos años. Es decir, una persona que tenía un concepto de la profesión muy lejos del divismo, de la alfombra roja, de los focos, es decir, y él, su concepto del cine era más bien el ser contador de historias, contar bien una historia. Esa era su pretensión, que los actores estuvieran bien, que estuvieran cómodos y decir cosas, ¿no? Y ahora ya digo más, para no... Oui, il avait beaucoup de respect pour son métier et il faisait référence avec ce terme-là, oficio en espagnol, voilà, qui fait plus rapport au métier manuel, avec un vrai respect justement du métier. Et les acteurs voulaient d'ailleurs tourner avec lui parce qu'il respectait le travail de chacun. On commençait le tournage à 8h, on terminait à 15h et il conservait toujours la même équipe pendant des années. Il avait vraiment une conception de sa profession très loin des projecteurs et du tapis rouge. Et sa prétention première, finalement, c'était de raconter bien les histoires. Estuvo en activo 50 años, es decir, sus primeros trabajos es en el guión de Los Golfos, que es la película equivalente aquí, Le 400 Coups de Truffaut, equivalente, ¿no? La misma época. Estuvo desde entonces hasta 2007, ¿no? Que es su última película, es decir, prácticamente pues 50 años. Y creo que vino muy marcado porque sus primeros largometrajes, que fue en Barcelona, él fue con otro estudiante recién salido de la escuela y al otro estudiante se puso a hacer una película y a los 15 días le echaron. Y ya no pudo hacer más cine en su vida. Entonces, Mario siempre contaba que él, que luego fue padre de familia de 7 hijos, tenía que trabajar. Entonces, el respeto al horario, el ser profesional, el cumplir, todo eso, incluso aceptando películas, digamos, lo que Buñuel llamaba películas alimenticias, ¿no? Películas alimenticias que eran las que rodó, pues, en fin, con un cantante, Rafael, o películas que eran más de género. En algunos casos había una película, por ejemplo, La cólera del viento, que es una película de 1973, que era una historia contada desde una perspectiva más bien anarquista sobre las revueltas de campesinos españoles en finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, esto por la industria se convirtió en un western con Terence Hill, protagonizado por Terence Hill. Y él tuvo que hacer la película, dice, la hice incómodo, pero yo no podía abandonar, porque si abandono la película ya no ruedo nunca. Perdón que me estoy extendiendo igual.
Il a été en activité pendant presque 50 ans. Son premier travail, c'était sur le scénario de Los Golfos, qui était à peu près à la même époque, pardon, qui est l'équivalent des 400 coups de Truffaut, un petit peu en France, c'est la même époque. Et son dernier film, c'est 2007. Donc, et il a été marqué par quelque chose, c'est que sur ses premiers longs métrages qu'il a fait à Barcelone, avec un autre étudiant avec qui il avait été à l'école de cinéma, cet autre étudiant a été, comment dire, viré, voilà, 15 jours après le début du tournage. Il n'a plus jamais pu faire de cinéma. Et Mario Camus, qui était père de 7 enfants, ne pouvait pas se permettre d'être rejeté par sa profession. Donc il avait pour cela ce respect des horaires et ce professionnalisme. Ce qui le poussait même à accepter de faire ce que Buñuel appelait des films alimentaires, comme peuvent être ces films avec Raphaël ou des films plus de genre qu'il a pu faire. Et il y a notamment ce film, La Colera del Viento, qui est de 63, 63, de 73, pardon, et qui raconte depuis une perspective un peu anarchiste la révolte des paysans espagnols au début du XXe siècle. Et l'industrie a voulu en faire un western avec Terence Hill. Et Mario Camus n'était pas forcément d'accord avec ça, mais il a dû le faire même s'il était mal à l'aise parce que voilà, par respect pour son métier. Yo creo que también habría que subrayar dos aspectos más. Uno es que Mario Camus en el cine español diríamos, tiene fama de ser un gran adaptador de obras literarias. La razón, él tenía más amigos escritores que cineastas en sus relaciones, era un gran lector, un gran lector. Ese es un aspecto. La Colmena, Los Santos Inocentes, La Casa de Bernarda Alba, es decir, tiene La leyenda del alcalde de Zalamea, que es una película de 2 actores, de Fernando Fernán Gómez y Paco Raval, espléndida. Es decir, él tiene esa virtud, digamos, esa capacidad de trasladar una obra literaria al cine con una fluidez grande, pienso. No busca hacer su obra personal o su lectura personal, sino ser fiel a la obra original. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto menos conocido es que en los años 90, ya en la última etapa de su carrera, cuando el cine ha cambiado mucho, hay una nueva generación, a Mario Camus le pasa lo que a otros directores, y es que el público ya casi no existe, el público suyo, ¿no? Y entonces él hace un cine más personal, y tiene en esos años varias películas que pienso que son muy interesantes. Una película se llama Adosados, una película se llama El color de las nubes, una película sobre el tema de ETA, La playa de los galgos, que es espléndida, Sombras en una batalla. Es decir, hay ahí unas películas muy personales y unas películas con mucho interés, aunque lamentablemente no demasiado conocidas. Perdón si me alargo. Et enfin, pour terminer, souligner 2 aspects intéressants également. Le premier, c'est que dans le cinéma espagnol, Mario Camus a cette réputation d'être un grand adaptateur d'œuvres littéraires. Il avait d'ailleurs plus d'amis écrivains que cinéastes. C'était un grand lecteur. On peut citer donc ses adaptations de La Ruche, de La Casa de Bernarda Alba, etc. Il avait cette vertu, cette capacité d'adapter les œuvres littéraires en film avec une grande fluidité et aussi une grande fidélité. Dans les années, et deuxième aspect, dans les années 90, dans la dernière étape de sa carrière, le cinéma avait changé. On voyait l'apparition d'une nouvelle génération de cinéastes, et il a fait à ce moment-là un cinéma plus personnel, avec des films très intéressants, même si moins connus, parmi lesquels on peut citer entre autres Adosados ou encore La playa de los galgos sur l'ETA. Dejamos ya, dejamos ya, sí que pregunten. Sí. Nada, yo creo que lo último que quería decir
es que he tenido muchas conversaciones porque para mí ha sido como un hermano mayor. Entonces, pero él veía, todos los días veía una película, todos los días con Concha Vergareche, su esposa, allí en casa, y él siempre tenía una gran pasión por el cine humanista, donde hubiera emoción y hubiera un relato, huía de la sofisticación, ¿no? Yo creo que un poco en la senda de, yo creo que vino muy marcado por el neorrealismo italiano y quizá por John Ford o ese tipo de cine. Il a eu beaucoup de conversations avec Mario Camus, qu'il considérait donc comme son grand frère. Et il faut dire que Mario Camus voyait tous les jours un film chez lui avec sa femme. Et il avait une grande passion pour le cinéma humaniste, un cinéma plein d'émotions, et il fuyait ce cinéma sophistiqué. Et il a été très marqué notamment par le néoréalisme italien et des films de John Ford. En francés, para que todos entiendan, ¿no? Sí. Vous avez, dans la présentation du film tout à l'heure, vous avez bien situé le film en 1984. C'est juste moins de 10 ans après la fin du franquisme, et c'est très important à dire parce que dans son film, il montre le poids de la société franquiste, le poids de la religion catholique, la liaison du pouvoir et de l'Église sous Franco, et il le montre très bien dans le film. Bon, c'est dans le roman aussi, mais sur quoi il a eu beaucoup de succès en Espagne, parce que elle était fragile, la démocratie encore, juste. Donc il fallait... C'est un accompagnement de la démocratie. C'était une nouvelle période qui s'ouvrait pour l'Espagne. Il fallait accentuer, il fallait appuyer sur le côté. On ne veut plus de ça, on ne veut plus de ça. No, pero creo que, decía antes en la presentación, en 1982 el Partido Socialista llega al poder. Y la película, cuando se estrena, fue como socialmente, culturalmente, celebrar que había un cambio. Ya no estaba la derecha en el poder, ni siquiera la derecha neofranquista, sino que ya había un cambio real. Y era el momento de mirar hacia atrás, que lo había hecho todo el cine. Lo que pasa es que el resto del cine lo había hecho con voluntad de volver o de contar la verdad de la historia, que con Franco había sido manipulada, mientras que aquí no era tanto contar la verdad de la historia, sino la verdad emocional. La verdad emocional. La película no da datos, pero muestra actitudes de las clases sociales, del desprecio. Fijaos bien que el desprecio del señorito Iván hacia don Pedro es el mismo que tiene don Pedro hacia Paco. Es decir, es el clasismo. Y es ese desprecio, aunque ese desprecio es paternalista, lo hemos visto en El buen patrón, ¿no? Cuando el señorito Iván dice, Paco, tú tienes que venir conmigo porque tú sin mí no puedes vivir, o sea, esa forma, ¿no? Y es decir, que la película no busca hacer un análisis político, ¿no? Sino lo que busca es recoger experiencias de la gente. Y por eso la obra de Delibes está en Delibes, ¿no? Y Mario, cuando va a rodar a Extremadura y cuando se proyecta en Extremadura la película, hay casi también un elemento de catarsis, ¿no? Como hemos comentado también con Maisabel, que podréis ver hoy o mañana. Oui, comme il le disait en la présentation du film, donc en 1982, le Parti socialiste arrive au pouvoir. Et donc quand le film sort 2 ans après, il y a cette volonté de célébrer le changement social, culturel, et de célébrer le fait que la droite néo-franquiste n'est plus au pouvoir. Et c'est le moment où le cinéma regarde en arrière, regarde derrière lui. Mais le reste des films qui ont traité ce sujet voulaient raconter la vérité de l'histoire. Ici, dans Los Santos Inocentes, on
c'est plutôt une vérité émotionnelle. Il n'y a pas de données, mais ce sont des attitudes qui sont transcrites. Et le mépris, et ce qui est intéressant, c'est que le mépris de Ivan envers Pedro est le même que le mépris de Pedro envers Paco. Donc il y a vraiment ce classicisme, un mépris paternaliste. Il n'y a pas une analyse politique, mais c'est vraiment l'expression des gens. Et quand il a été projeté, le film en Extrémadure, là où il a été tourné, ça a été vraiment, ça a fait l'effet d'une catharsis, comme ça peut être le cas aujourd'hui avec un film comme Maïchabel qu'on peut voir en ce moment au festival. ¿Os ha gustado la película? ¿Os ha gustado? Sí. José Luis, a mí hablábamos de cómo una película como Los Santos Inocentes o una lectura como la de la novela de Delibes pueden ser útiles, ¿verdad?, en clases, ¿no? En clases en la universidad, por ejemplo, ¿no? Y a mí hay una cosa que siempre solemos decir respecto a la capacidad que tiene el cine, ¿no? Como decía Rosenstone a veces, de como un nuevo formato de escritura de la historia, ¿no? Claro, efectivamente aquí ni la novela ni la película pretenden hablarnos de hechos históricos concretos. Sin embargo, no sé si estás de acuerdo, creo que por ejemplo la película funciona muy bien para transmitir, por ejemplo, estructuras sociales, ¿no? que vienen del medievo prácticamente, claro. ¿no? Y que se comprenden con una película así, que nos traslada hasta las sensaciones, ¿no? O sea, me parece que en eso Camus fue un director muy hábil, ¿no? Muy hábil. Además... Oui, comme ils en ont parlé ensemble avant le film, enfin tout à l'heure, aussi bien le film que le livre de Los Santos Inocentes peut être très utile en classe à l'université par exemple, parce que le cinéma a cette capacité de transmettre nouvelle écriture de l'histoire, c'est ça, hein? Et dans ce cas précis, il n'y a pas de faits concrets historiques, mais par contre, le film arrive à transmettre des structures sociales presque héritées du Moyen-Âge. Et Camus était pour ça très, très habile. Sí, yo llevo poniendo esta película a estudiantes norteamericanos desde hace años y comprenden perfectamente, ¿no? Voy a hablar solamente de un detalle, que es el espacio. La película comienza con la historia de que Azarías se va con la familia y la familia se traslada desde un lugar que no sabemos dónde está hasta la casa al lado del cortijo, al lado de la casa de los señoritos. Es decir, y luego termina la película y cuando va a verlos el hijo están otra vez en el límite, dicen la raya es como la frontera, ¿no? Como el límite del cortijo de la finca. Es decir, solamente ver ese espacio ya indica la exclusión social, la casi integración, porque están al lado de la casa, pero están fuera de la cerca. Está la portilla que va a abrir y cerrar, Régula tiene que cerrar y abrir cuando viene el coche, es decir, pero están en el límite, nunca están dentro. Es decir, siempre son unos excluidos. Ese cuidado en el espacio que aparentemente el espectador puede pasar desapercibido. Yo creo que a veces eso es tan visual y tan práctico esa forma de contar, como por ejemplo cuando tienen la ilusión de que los hijos vayan a la escuela, ¿no? Y vemos que don Pedro dice, no, hemos pensado que la niña que se quede a trabajar para nosotros. Es decir, hay muchos detalles porque la película tiene un guión muy cuidado y bueno, y francamente, pues yo creo que efectivamente no hace falta hacer un análisis de un sociólogo, de un historiador, es más frío. Aquí lo visualizas en el territorio, en la ropa que llevan los personajes, en cómo se dirigen, en la celebración de la primera comunión, cuando están el niño, cuando están los campesinos disfrutando, bailando, etcétera, y los otros comen en silencio, todos allí, ¿no? Es decir, esos contrastes, es decir, eso es muy visual todo, ¿no? O muy audiovisual, ¿no? Y me parece que
que es de las películas que efectivamente con los mínimos elementos, ¿no? Porque tampoco hace insistencia casi nunca, ¿no? Casi nunca hay insistencia. Yo pienso que, por ejemplo, otro contraste que hay que subrayar, la relación con la naturaleza. Hoy que tenemos una mentalidad afortunadamente ecologista y medioambientalista, pero en 1984 no era tan fácil. Y sin embargo, aquí hay un contraste entre el señorito Iván, que es depredador, que es por diversión mata los pájaros, y Azarías, que cuida el pájaro, y Milana bonita, y para él es como proyectar su cariño, ¿no? Proyecta su cariño. Es decir, esa diferencia de relación del ser humano con el medio natural está muy bien, porque indica en el fondo cuál es la cualidad humana de unos y de otros. No sé si me explico. Oui, et lui, il a l'habitude de montrer ce film depuis des années à des étudiants américains qui comprennent très bien tout ce dont on parlait auparavant, tout ce que ça veut transmettre. Alors, un détail important, c'est l'espace, le traitement de l'espace dans le film. Au départ, le film commence sur l'arrivée, le retour de Azarías au sein de la famille, et aussi avec le déménagement de cette famille d'un endroit qu'on ignore un petit peu où c'est, hein, la Raya, vers leur maison qui est à la frontière du domaine. Hein. Et à la fin du film, on se rend compte, quand leur fils va leur rendre visite, qu'ils sont retournés de nouveau à la Raya, qui veut dire la limite. Hein. Donc l'espace nous indique bien l'exclusion sociale, leur quasi-intégration, parce qu'ils ne sont jamais vraiment dedans, ils sont toujours à la limite du domaine. Le film prend bien soin de jouer sur c'est très visuel, quoi, sur l'espace, même si ça passe presque inaperçu pour le spectateur. Il y a aussi cet exemple de quand les parents ont l'espoir que leurs enfants puissent aller à l'école, et que Pedro leur dit non, on a pensé que votre fille pouvait plutôt servir à la maison. Et voilà, beaucoup de détails dans ce scénario très soigné pour montrer l'exclusion sociale, les vêtements notamment, ou alors la célébration de la première communion, ou alors quand on voit la différence entre les paysans qui font la fête à l'extérieur et ce repas à l'intérieur de la maison. Il y a le minimum d'éléments, il n'y a pas d'insistance, mais par contre on voit très bien cette exclusion. Et un autre détail important, c'est celui du contraste avec le rapport à la nature. Aujourd'hui, par chance, on a une conscience écologique beaucoup plus développée qu'en 1984, mais dans le film, il y a un contraste très important entre Ivan, qui chasse par pur plaisir, et Azarías, qui projette sa tendresse sur cet oiseau, qui en prend soin. Et c'est vraiment, on voit bien que le rapport entre l'être humain et la nature nous parle en fait beaucoup des qualités humaines de chacun. J'ai été très impressionné par le film parce que, comme vous l'avez justement commenté, c'est une dénonciation d'une oppression sociale, mais qui ne passe pas par le discours politique à coup de slogans, et qui passe par le côté de l'émotion. Et ça, c'est particulièrement fort. J'ai été aussi très intéressé dans la façon de filmer pour bien rendre le système dans lequel les personnages se trouvent, système clientéliste, système du patron qui a ses protégés, et dans lequel, d'une certaine façon, les protégés peuvent espérer une certaine promotion. Le personnage de Paco est très intéressant de ce point de vue-là, parce que, d'une certaine façon,
à cause de son habileté, à cause d'une technicité qu'il apporte, il est comme haussé au-dessus de sa condition économique réelle, jusqu'à une certaine limite. Et on voit que ici, la limite a été franchie et il retombe très brutalement. Et donc tout ça est particulièrement bien filmé. J'ai deux questions à vous poser. Je m'interroge sur deux choses. Je m'interroge d'abord sur le titre. Est-ce qu'il a commenté le choix de son titre? Parce que quand on renvoie aux innocents, on voit qu'il y a quand même une sanction. L'oppression a été sanctionnée. Et elle a été sanctionnée par un innocent. Donc ça, c'est quand même quelque chose à intégrer dans un courant qui pourrait être un courant très ancien, où quand s'il faut accomplir un geste justicier réparateur, si c'est fait par des innocents, ça a d'autant plus de force parce que c'est à ce moment-là légitimé par la divinité qui dit non, là c'est trop, c'est trop. Donc voilà, c'est une piste qui pourrait être discutée. La deuxième chose qui m'a beaucoup intéressé aussi, ce sont les cris de la chica. Les cris de la chica. Et moi je les ressentis comme régulièrement, la protestation. On ne proteste pas par le discours, mais il y a une protestation contre l'oppression criante que nous voyons à travers les cris de cette petite fille. Sí, yo creo, respecto a esta última cuestión, yo no soy partidario de ver símbolos en los gritos de la niña chica, ¿no? El cri, yo creo que no tiene un valor simbólico. A mí me parece que Mario Camus huye de hacer estas simbologías en su cine. Pienso que es una persona con una discapacidad que enlaza con Azarías. Los dos son excluidos sociales y hay un momento que Régula dice: coge a la niña chica que es la única que te entiende, ¿no? Es decir, y esto es un aspecto. La otra cuestión que es si en esa muerte hay una justicia social, ¿no? Es decir, en que el señorito Iván, efectivamente, yo creo que a mí me contaba Mario que ha habido proyecciones donde la gente aplaude ese ahorcamiento, ¿no? Ese ahorcamiento, ¿no? Es decir, y efectivamente, yo creo que ahí, el final, ¿dónde queda Azarías? Le vemos que está con la cabeza ida en un centro, puede ser un psiquiátrico, puede ser una residencia de ancianos, no sabemos dónde está, pero el caso es que ha perdido a la familia, no está con su familia. Es decir, ha tenido ya una sanción. En la práctica sí ha habido una sanción. No es la cárcel, pero es la exclusión de la familia. Y él se ve ahí con la cabeza, está con un reloj, está con una cadena, pero está fuera. Pienso que ahí sí hay una sanción, aunque evidentemente desde otro punto de vista, pues moralmente, pues hay como una justicia poética, ¿no? Una justicia moral en esa muerte del señorito Iván, ¿no? Y la película así lo plantea, teniendo en cuenta que Azarías, digamos, legalmente sería una persona no responsable, ¿no? Por su discapacidad sería
lo que técnicamente en un juicio sería no responsable, ¿no? Pienso. Alors tout d'abord, par rapport à la question des cris, lui-même n'est pas partisan d'accorder une valeur symbolique à ces cris, parce que Mario Camus avait tendance à fuir de ça dans son cinéma. Alors il est vrai que c'est une petite fille qui a ce handicap, tout comme Azarias. Ce sont les deux exclus sociaux du film. Il y a d'ailleurs un moment où la mère dit à Azarias, va prendre la petite, c'est la seule qui te comprend. Et sur le deuxième aspect de votre commentaire, à savoir est-ce que la mort de Ivan est d'une justice sociale, il faut souligner que Mario Camus racontait que dans certaines projections, il y avait des applaudissements de la salle au moment de cette pendaison. Et à la fin du film, où se trouve Azarias? Alors on ne sait pas trop, est-ce qu'il est dans un hôpital psychiatrique, est-ce qu'il est dans un hospice pour personnes âgées? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a perdu sa famille. Et ça, c'est déjà une sanction dans la pratique. Il a été exclu de sa famille. Et donc, moralement, effectivement, il y a une justice poétique dans la mort du maître Iban, mais probablement qu'Azarias n'est pas, aux yeux de la loi, n'est pas reconnu comme responsable de fait de son handicap. Et José Luis, je suis tellement à l'aise avec ces messieurs et on apprend tellement de choses. No, yo te quería preguntar bueno, dices fue uno de los grandes éxitos de Mario Camus, ¿no? ¿Qué repercusiones tuvo también en su obra? Que algo me has contado, ¿verdad? Y luego un detalle casi por aportar, ¿no? Es decir, que el premio de interpretación masculina en Cannes es el momento en el que lo reciben Alfredo Landa y Paco Raval, es muy emocionante, porque Paco Raval lo recibe y dice y grita Milana bonita, ¿no? Sí. Y para quien ha visto la película, eso es de piel de gallina, ¿no? Sí. Agradecer así un premio, ¿verdad? Sí, sí. Donc, effectivement, on l'a dit, Los Santos Inocentes a été l'un des grands succès de la carrière de Mario Camus. Donc, la première question, c'est de savoir quelle a été la répercussion de ce film dans son œuvre. Et deuxième réflexion, comme on l'a dit en présentation du film, les deux acteurs ont reçu à Cannes le prix d'interprétation masculine. Et il y a eu ce moment très émouvant où, quand Paco Raval a été prendre son prix, il a crié donc Milana bonita, jolie buzarde, comme il a été traduit dans le film. Et ça, c'était vraiment un moment qui donnait la chair de poule. Sí, no solo eso, sino que luego me contó Mario que estuvo en un restaurante en París y se encontró con el actor Dirk Bogarde, que había sido jurado, y se acercó y le dijo Milana bonita. Habló. Digo a Mario Camus. Traduce esto si quieres antes de... Pour l'anecdote, Mario Camus lui a raconté qu'une fois, dans un restaurant à Paris, Mario Camus avait rencontré l'acteur Dilgo Bogart, c'est ça? Et qui avait été jury cette année-là à Cannes, et qu'il s'était approché de Mario Camus et qui lui avait dit Milana bonita. Como saludo. Yo creo que esta película fue una película improbable. ¿Por qué? Es cierto que Mario Camus tenía prestigio, había hecho en televisión una versión de Fortunata y Jacinta que se ha exportado, se ha visto en todo el mundo, había hecho Los desastres de la guerra, que el festival ha programado este año, había hecho La colmena, que había tenido el Oso de Oro en Berlín, es decir, el primer premio de Berlín. Es decir, Mario Camus tenía mucho prestigio y en ese momento estaba con un contrato con una multinacional norteamericana, la Warner, para hacer una película. Entonces, Mario Camus, la multinacional le dijo, ¿qué película podemos hacer? Y entonces dijo, pues hay esta novela de Delibes que está bien, y el ejecutivo de la multinacional dijo, ¿de qué va? ¿Qué historia tiene?
y dijo, bueno, es de unos campesinos en Extremadura, y dice, no, eso no interesa a la gente. Entonces no lo quiso producir. Curiosamente, hubo un actor, Julián Mateos, que creó una empresa de producción y le dijo a Mario Camus, ¿tienes algo para hacer? Y dijo, esta novela, y la hicieron con muy poco dinero. Mario y otros compañeros hicieron el guión, tuvieron un inconveniente, es que Extremadura está muy verde en la película, Extremadura no es tan verde, pero ese año había llovido mucho. La hicieron con poco dinero, entre otras cosas porque Mario no cobró su sueldo. Tuvo, en fin, de estas cosas que pasan, que nunca le pagaron el dinero que ganó, es decir, había ganado bastante dinero, casi 100 millones de pesetas, que era mucho dinero, como medio millón de euros actual, que está bien. Hay tardes que yo no gano ese dinero. Y la película se difundió mucho, pero fue una película muy improbable. Yo creo que la película tiene el espléndido guión y luego hay un acierto enorme en el reparto, en los actores, porque no solamente Paco Raval, Alfredo Landa, que son actores consagrados, sino que eligió tipos casi, es decir, el señorito Iván, Juan Diego, es decir, Agatha Lis, que era una especie de vedette y que no había hecho cine, Régula, que había sido un personaje muy secundario en el cine español, no era conocida hasta esta película. Es decir, de repente reunió, y Mario siempre tenía un muy buen recuerdo de este rodaje porque fue todo muy fluido. Por ejemplo, la ropa que lleva Azarías la buscó Paco Raval en un pueblo y se la compró a uno, ¿no? Era, es decir, no era ropa del atrezo de Peris Hermanos, sino que era, es decir, yo creo que es una película muy en estado de gracia. Él quiso hacer el libro, pero, insisto, hay la perspectiva actual de cuando el personaje de Kirce vestido de soldado va a ver a sus padres, que eso cambia bastante y abre la película a un futuro con esperanza, que el libro no tiene. En el libro ese futuro no existe, no está. Sin embargo, en la película sí. Hay un tiempo actual que Nieves dice, yo no limpio la mierda de nadie. Lo dice. Y el otro dice, yo voy a trabajar, que un amigo me ha ofrecido trabajar como mecánico. Es decir, ellos, los hijos, abandonan el cortijo, abandonan el servilismo. Y pienso que eso, la película, a la altura de 1984, tiene también mucho de justicia poética. Es decir, esto, el franquismo quedó atrás, las nuevas generaciones no van a tener esto, es decir, no van a tener eso que es casi el siglo XIX, que fue lo peor, ¿no? Es decir, lo peor, si se puede decir así, de una dictadura, no solamente eran las libertades, sino que es que era como prohibir el progreso del país, hacer que el país fuera todavía como el siglo XIX, es decir, un país caciquil, un país clerical, un país, en fin, bueno, perdón que me lanzo. Oui, ça a été un film vraiment improbable. Mario Camus avait à l'époque déjà du prestige. Il avait fait des séries de télévision avec un certain succès, notamment les désastres de la guerre qu'on a pu voir pendant le festival. Il avait fait également La Ruche, La Colmena, qui avait reçu l'Ours d'Or à Berlin. Et donc, à ce moment-là, il était en contrat avec la maison de production de la Warner, et on lui demande quel film la Warner lui demande quel film tu voudrais faire, et il parle de ce roman de Delibes, et le représentant de la Warner lui dit mais ça parle de quoi? De paysans en Extrémadure. Non, ça n'intéressera personne. Donc la Warner a refusé de le produire, et il y avait un acteur, Julián Mateos, qui avait sa propre maison de production, hein, et qui grâce à lui donc, et très peu d'argent, ils se sont mis à faire ce projet.
Il faut savoir qu'il y avait tellement peu d'argent dans le film que Mario Camus n'a pas touché de salaire pour ce film. Il n'a jamais été payé. Il aurait dû toucher un demi-million d'euros à actuel et il ne les a jamais eus. Il y a eu donc ce film a connu une très grande diffusion, mais il a été inattendu. Il faut parler aussi de la distribution des acteurs qui sont très très bons, non seulement les deux acteurs protagonistes, Paco Rabanne et Alfredo Landa, mais également et le personnage d'Ivan qui est joué par Juan Diego, le personnage de Regula qui à l'époque était quelqu'un qui avait eu des rôles secondaires dans le cinéma espagnol. Et vraiment, on gardait tous un très bon souvenir du tournage qui a été très fluide. Pour l'anecdote, Paco Rabanne a notamment trouvé lui-même les vêtements qu'il porte dans le film sur un marché. Donc, et pour terminer, oui, le film apporte une perspective actuelle que ne propose pas le livre. Donc, parce qu'on voit le fils, Quirce, en soldat qui revient voir ses parents. Et finalement, le film se termine sur en tout cas, où nous ouvre sur un futur plein peut-être pas, mais en tout cas avec un peu d'espoir. Nieves dit il n'est pas question que je nettoie la merde des autres, qu'il sait, donc veut être mécanicien sur Madrid, et ils abandonnent tous les deux le domaine et le servilisme dans lequel leur famille était plongée. Donc ça, en 84, c'est vraiment une justice poétique. C'est la fin du franquisme. Les nouvelles générations ne veulent pas être confrontées à ça. Je crois que... Moi, j'avais été très sensible à l'aspect de l'espace que vous avez souligné, avec... j'ai tout de suite perçu ça bien intégré au film, comme quoi on vient de la périphérie pour être proche du centre, et donc dans une intimité quand même plus forte avec le centre. Et puis, quand on ne sert plus à rien, quand on a été disqualifié dans la technicité qu'on apportait, eh bien, on est renvoyé à la périphérie. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très fort, c'était bien senti. Mais sur le final que vous venez de commenter, donc le cinéaste a voulu montrer le regard des deux jeunes sur la situation. Et le regard qu'il nous propose, c'est l'idée que, eh bien, en 1984, la seule chose qu'on puisse faire, c'est sortir de ce monde-là. Est-ce à dire que le système est bien installé et comme il y a des scènes qui nous invitent à le penser, quand il les fait écrire pour montrer combien il y a du progrès social à l'intérieur, bon, donc le système peut se parer d'une certaine modernisation, mais est-il suffisamment fort pour que, dans un premier temps, la seule chose à faire, c'est de s'en extraire? Sí. Es cierto que en cierta manera se puede leer como que la película es complaciente, ¿no?, con el mundo del señorito Iván, que eso va a permanecer, ¿no? No sé, sino que la gente se va, los hijos se van, pero aquello permanece. Pero es que la película no está ambientada en 1984, está ambientada en 1962 o 64. Es decir, ya eso ya pertenece a otra España, como diciendo, eso ya no existe. Es decir, la película en 1984 lo que celebra es que para esa generación joven ya no van a participar de ese mundo de opresión de los campesinos, pienso. No hace análisis de que siguen existiendo los latifundios
¿Siguen existiendo el caciquismo? Claro que lo existía en 1984, claro que existía, y ahora, claro, es decir, lamentablemente, el servilismo y la opresión y muchas de estas cosas pues siguen existiendo, y a veces pues no es a mandar, que para eso estamos, como repite Regula, a mandar, que para eso estamos, no es eso, pero hay fórmulas parecidas. Yo pienso que la película no quiere hacer ese tipo de análisis histórico, de hacer una denuncia, pero es importante ver que no está ambientada en la actualidad. Es decir, lo que cuenta es de los años 60, es decir, han pasado 20 años por lo menos, ¿no? Pienso. Pero en todo caso sí que es cierto que lo que usted señala de que en parte permanecía, claro, sí. C'est vrai qu'on peut faire cette lecture comme quoi le film est d'une certaine façon complaisant envers le monde de Maître Iban qui perdure, qui reste finalement. Même si les enfants s'en vont, ce monde-là perdure. Mais il faut dire que le film ne se déroule pas en 84. Le film se déroule en 62, 64, 20 ans avant. Et donc c'est déjà une autre Espagne. Hein. Et en 84, ce que cherche à faire le film, c'est finalement de célébrer le fait que ces jeunes, les jeunes des années 80 ne connaissent plus ce monde-là. Ou peu, en tout cas. Car effectivement, oui, il continue d'exister aujourd'hui encore, malheureusement, il existe encore cette oppression. Mais le film ne cherche pas à faire une analyse historique ni à dénoncer ça, même si effectivement on peut déplorer le fait que ça existe toujours. Yo creo que efectivamente, al contrario, la incorporación de esos personajes jóvenes que no están en Delibes, que son de la película de Camus, lo que hace en cierto modo es romper algo que a mí siempre me ha recordado en el fondo los personajes que interpretan a Alfredo Landa, Paco Raval, Terele Pávez y la niña chica, que es el que, no sé si te parecerá que no viene a cuento, pero que en cierto modo es como una reminiscencia de las Urdes. Entonces, en cierto modo, la incorporación de esos personajes es como un acabar de una vez por todas con las Urdes. Oui, en fait, le fait d'incorporer ces personnages jeunes qui ne sont pas dans le roman de Delibes, ça casse quelque chose, ce qu'incarnent à leur tour les personnages de Alfredo Landa, Paco Raval, du reste de la famille. Et c'est qu'en fait, il y a presque dans ces personnages-là une réminiscence de las Urdes. Comment estaba traducido en français? Terre sans pain, voilà, en français. Et en fait, le fait d'incorporer ces personnages jeunes-là, c'est d'un certain côté pour en finir enfin avec ce qui est décrit dans Terre sans pain. Sí, yo estoy muy de acuerdo, Jesús, con esto que señalas. Y además, lo interesante, por otra parte, está en que Miguel Delibes, que había escrito mucho sobre caza, sobre pueblos y sobre otros personajes, en esta película es donde más habla de la gente de esos pueblos, ¿no? Porque él tiene muchas novelas y libros de crónicas, porque escribió mucho Miguel Delibes, ¿no? Y sin embargo no tiene un retrato de ese mundo campesino y de ese mundo donde la discapacidad genera marginación de forma inmediata, ¿no? Es decir, no hay una escuela para la niña chica, no hay un centro para Azarías. La película comienza con que Azarías le ha echado su señorito y entonces le llegan a decir a Régula que si lo lleva a un asilo, y dijo, mientras un hijo de mi madre, o algo así tiene la expresión, ¿no? Mientras yo pueda, un hijo de mi madre no acaba en un asilo, porque en la mentalidad de esa época una residencia, un geriátrico, un asilo era para el que no tenía familia, como sabemos todos. Es decir, no es la mentalidad actual, sino es la mentalidad de hace pues 30 o 50 años prácticamente, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que eso está en Delibes y engarza perfectamente
con esa crónica que es Las Urdes, Tierra sin pan, donde la discapacidad está y es como fruto de la pobreza. Aquí no es que sea fruto de la pobreza, pero sí la atención, es decir, los discapacitados son excluidos sociales por la pobreza y por la desigualdad social, que eso está subrayado en la película. Oui, il est tout à fait d'accord avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Miguel Delibes a beaucoup écrit sur la chasse, sur ces villages, mais dans Santos Inocentes, il parle beaucoup plus des gens, du monde paysan, et de la façon dont le handicap conduit à la marginalisation immédiate. Il a cité notamment une scène du film où le personnage de la mère, quand on lui demande pourquoi elle ne met pas son frère dans un asile, et elle répond tant que je pourrais, un fils de ma mère n'ira jamais dans un asile, parce que l'asile, c'est là qu'on envoyait les gens qui n'avaient pas de famille. Donc tout cela fait effectivement écho à Terre sans pain, et dans le sens où le handicap, l'exclusion sociale, en tout cas des personnes handicapées, est bien le fruit de la pauvreté. Une dernière question éventuellement, ou pas? En tout cas, en ce qui concerne l'Extremadure, on a vu Terre sans pain de Buñuel, on a vu Los Santos Inocentes de Mario Camus. Cette année, vous pouvez voir Destello Bravío, qui n'a strictement rien à voir avec ça, n'est-ce pas, qui casse absolument l'image de l'Extremadure qu'on a pu voir historiquement, n'est-ce pas? Et moi, j'étais en train de réfléchir à tout ça, José Luis, parce que, bon, un festival comme celui-ci, 31 ans d'histoire déjà, et on parle de Mario Camus comme un grand maître du cinéma espagnol, qui a fait un chef-d'œuvre, etc., ou plusieurs, mais Los Santos Inocentes, mais qui a été à Nantes aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il est venu à Nantes en 2001, exactement. Et puis, il était comme José Luis. Moi, je m'en souviens très bien, parce que pour moi, c'était un grand maître aussi. Et quand il est venu, voilà, il était très timide. Il ne voulait pas, les tapis rouges et tout ça pour lui, c'était horrible. Et je m'en souviens très bien, l'anecdote, quand on a projeté Los Días del Pasado, hein, le film sur le maquisard, qui est un film magnifique aussi. Lui, il était plutôt triste parce qu'il disait, quand il regardait les génériques, il disait « Oh là là, on dirait un cimetière, n'est-ce pas ?» Il était triste pour ça, n'est-ce pas? Donc déjà l'âge, etc. Non, mais un grand maître, humble, quelqu'un d'extraordinaire, avec un seul passage à Nantes, mais quand même qui a été très important pour nous, pour Pilar, pour José, pour nous tous, je pense. Et puis on avait aussi accueilli Antonio Drobe aussi, juste avant, donc des grands maîtres qui sont passés à Nantes et qui font l'histoire de ces festivals. Et donc voilà, ça a été, je dirais, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose pour la fin. Solamente una cosa quería decir precisamente en esta línea. No solamente es que haya sido humilde y que haya sido un maestro muy artesano, ¿no? La idea de la artesanía él siempre la ha cultivado, sino que yo al final me he dado cuenta, soy profesor de Historia del Cine en Madrid, y me he dado cuenta que al final detrás de un gran cineasta siempre hay un gran humanista que es cineasta porque vive en el siglo XX, pero si llega a vivir en el siglo XV, pues hubiera sido escritor o pintor. Es decir, que la forma expresiva no es lo esencial es un mundo o una mirada sobre el mundo. Y esto es lo que yo veo siempre en cuanto ves un director, un gran director, detrás siempre hay alguien que ha pensado el mundo, que ha observado el mundo, que es solidario con la gente, es decir, ves unos valores y una forma, y eso lo podía haber hecho en pintura o lo podía haber hecho de otra manera, ¿no? Y a mí me parece que eso es algo que en Mario siempre lo vi, porque él en los últimos años, que ya no hizo cine, escribió unos relatos, ¿no? Que eran como era él, unos relatos que no tienen un adjetivo de más, o sea, son
austeros, absolutamente, nunca. La timidez tiene mucho que ver con no estar por encima de otro, ¿no? En eso era tremendo, ¿no? De hablarle a todo el mundo de tú a tú, no aceptaba cuando la gente le llamaba de don o lo hacía, ya sospechaba, ¿no? Él estaba muy, uno de sus mejores amigos era un taxista, en fin, hablaba con él del periódico, es decir, le gustaba a la gente del día a día, y el mundo del cine siempre huía, es curioso, huía del mundo del cine en general, ¿no? En general, o sea, sin embargo, prefería. Yo recuerdo que ha sido amigo de grandes literatos, ¿no? Por ejemplo, el premio Nobel portugués José Saramago era muy amigo suyo. O sea que, en fin, nada más que quería señalar eso. Oui, et donc une dernière chose, et non seulement il était humble, il était comme un maître artisan, hein, mais il pense également, en tant que professeur d'histoire du cinéma, que derrière chaque grand cinéaste, il y a en fait un grand humaniste. Et Mario Camus a fait du cinéma parce qu'il a vécu au XXe siècle, mais s'il avait vécu au XVe siècle, il aurait probablement été écrivain ou peintre, parce que la forme d'expression n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'est son regard sur le monde. C'était quelqu'un qui pensait, qui savait penser le monde, qui était solidaire avec les gens. Et il l'a fait à travers le cinéma, mais il aurait pu très bien le faire autrement. Et à la fin de sa vie, il écrivait des récits qui étaient comme son cinéma, qui était juste, qui était austère et dans lesquels il n'y en avait jamais trop. Parce qu'en fait, la timidité, c'est souvent le fait de ne pas se placer au-dessus des autres. Et c'était tout à fait son cas. Son meilleur ami était un chauffeur de taxi, il aimait les gens du quotidien. Et il évitait le monde du cinéma, comme on l'a dit. Et il avait pour amis de grands écrivains, dont le portugais José Saramago. Bon, je pense qu'on va finir comme ça. Il ne nous reste qu'à remercier vraiment le professeur Sánchez Noriega. Merci beaucoup.